sur cet ordinateur. Super. Bonsoir donc et bienvenue dans ce live. Nous parlons aujourd'hui de l'homocystéine, le facteur méconnu de nos vaisseaux sanguins, le facteur vasculaire méconnu. Ce soir, nous allons parler d'un facteur souvent ignoré, mais profondément déterminant pour l'équilibre du corps, l'homocystéine. Ce n'est pas une molécule étrangère. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une réalité, c'est une réalité plutôt biologique, produite chaque jour par notre organisme. Et pourtant, lorsqu'elle s'accumule, elle peut agir silencieusement. Elle peut fragiliser les vaisseaux sanguins, favoriser l'inflammation, accélérer l'usure cellulaire et perturber l'équilibre métabolique. Pendant longtemps, toute l'attention a été dirigée vers un seul facteur, le cholestérol. Mais la science a progressivement montré une réalité plus profonde. La santé vasculaire dépend d'un ensemble: méthylation, stress oxydatif, inflammation, fonction endothéliale et équilibre métabolique global. Et au cœur de cet équilibre se trouve l'homocystéine. La question n'est pas: faut-il s'en inquiéter? La vraie question est: comprenons-nous ce que notre corps essaie de nous dire? Parce que l'homocystéine n'est pas un ennemi, c'est un signal. Un signal que l'équilibre peut être fragilisé, mais aussi qu'il peut être restauré. Ce soir, nous allons avancer ensemble, simplement mais profondément, comprendre ce qu'est l'homocystéine, voir comment elle agit réellement, pourquoi elle peut devenir problématique et surtout comment optimiser naturellement votre équilibre biologique. Comprendre, c'est déjà agir. Et parfois, une simple compréhension peut changer toute une trajectoire. Commençons. Qu'est-ce que l'homocystéine? On va commencer donc par cette vérité simple. L'homocystéine est une molécule normale. Votre corps en produit chaque jour. Elle apparaît lorsque votre organisme utilise un acide aminé essentiel, la méthionine, que vous recevez à travers l'alimentation. Donc, à ce stade, rien d'anormal, rien de dangereux. L'homocystéine n'est pas toxique en elle-même. Elle devient problématique uniquement lorsqu'elle s'accumule. Pourquoi? Parce que, comme tout système vivant, le corps fonctionne sur l'équilibre. Imaginez une usine. Produire des déchets est normal, mais si le système de recyclage ralentit, les déchets s'accumulent. Et lorsque l'accumulation commence, l'environnement se dégrade progressivement. Le corps fonctionne exactement de la même manière. Il possède deux voies naturelles pour gérer l'homocystéine. La première voie, le recyclage. L'homocystéine est reconvertie en méthionine. Rien ne se perd, tout est réutilisé. La deuxième voie, la transformation. L'homocystéine est transformée en cystéine, une molécule utile qui participe notamment à la production du glutathion, l'un des protecteurs majeurs de vos cellules. Quand ces deux voies fonctionnent correctement, l'homocystéine reste sous contrôle, l'équilibre est maintenu et le métabolisme fonctionne en harmonie. Mais lorsque ces voies ralentissent, par carence, stress, déséquilibre ou fatigue métabolique, l'homocystéine peut commencer à s'accumuler. Et c'est là que le signal biologique apparaît. Comprendre cela, c'est comprendre que l'homocystéine n'est pas un ennemi, c'est un indicateur d'équilibre. Pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas le terme homocystéine, pour qui le terme homocystéine paraît trop compliqué, est-ce que vous mangez du pain? Est-ce que vous mangez du riz? Est-ce que vous mangez la pâte? Est-ce que vous mangez tout simplement? Dans vos aliments, il y a la méthionine. Le corps en a besoin. Le corps veut l'utiliser pour protéger
pour se protéger lui-même. Les vaisseaux sanguins, c'est comme les raccords, les tuyaux d'arrosage. Vous voyez, dans les jardins, quand on achète le tuyau tout fraîchement de la quincaillerie et qu'on déroule, c'est bien souple. Ça peut se mettre dans tous les sens. Les enfants peuvent sauter dessus et ça ne va pas se casser. Mais au bout d'un temps, surtout si c'est laissé dehors, exposé au soleil et au froid, le tuyau devient dur. Et quand on pose le pied dessus, ça, ça se fendit. C'est pour éviter ça que le corps recherche des outils de protection des vaisseaux sanguins. Et on va voir plus loin comment cela agit sur nous. Donc, soyez patients. Ne dites pas, oh, je ne comprends pas ce qu'il dit là. Ah, non, donne-moi. Ah, c'est bon. Ah oui. Et avant d'aller plus loin, j'ai vu Geneviève apparaître avec sa boîte de Hallertau et je me suis rappelé que moi-même j'en ai. Hallertau, waouh! Vous voyez, très simple, hein? Voilà, une façon très pratique de consommer du curcuma. C'est véritablement un régal. La première fois que je l'ai consommé, on était en France. Et là, c'est venu depuis un moment à Lomé. Voilà, laissez-moi déguster ma chose. Vous aimez du doux, du sucré, non, non, du sain. Je vous assure tout. Il y a tout dedans. Je vous assure. Curcuma, hein? Une dame me disait, ne pas aimer, ne pas aimer le goût. J'ai dit quoi? Toi, tu n'aimeras rien d'autre dans ta vie. C'est vrai que les goûts et les couleurs, on ne discute pas. Vous avez l'habitude de prendre du mentholatum. Vous prenez le Laloton, vous l'avez. Mais pas, ça ne brûle pas comme le mentholatum. En plus, c'est bien sucré. Et ça vous dégage les voix tout de suite. Mm. Alors, je dois vite manger ça pour continuer ma communication. C'est pas des chewing-gums, hein, mais c'est vraiment. Comment? Vous pourrez Mm, commander pour déguster mm, là, mm, là. mm, On savoure le nôtre, mm, la retail. mm. C'est tout bon. En tout cas, C'est tout bon. régalez-vous parce que Ouais, c'est dans j'adore le ceci. bénéfice. J'adore forever. Oh, entreprise. Antenoué. Oui, je viens. Le cycle de la méthionine. Alors, on a dit que le mot cystéine, qui est dans les aliments que nous mangeons habituellement, va être décomposé en. La méthionine va être décomposée en homocystéine. Et l'homocystéine, le corps lui offre deux voies pour être transformé. La première voie conduit à la fabrication de la méthionine à nouveau pour être recyclée. Alors, on y va maintenant. Comprenons le cycle de la méthionine. Le cycle de la méthionine est un cycle biologique de recyclage, un cycle intelligent, un cycle continu. Voici comment il fonctionne simplement. La méthionine, un acide aminé issu de votre alimentation, est utilisé par votre corps pour de nombreuses fonctions. Énergie, réparation, régulation cellulaire. Lorsqu'elle est utilisée, elle se transforme en homocystéine. C'est normal, c'est physiologique, c'est constant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'homocystéine peut redevenir méthionine. Autrement dit, le corps recycle. C'est comme une pièce réutilisée dans un mécanisme. Rien n'est perdu. Mais ce recyclage dépend d'un facteur clé, les vitamines B9 et B12. La vitamine B9 apporte le groupe méthyle. La vitamine B12 permet le transfert final. Ensemble, elles redonnent vie à la méthionine. Quand ces deux vitamines sont suffisantes, le cycle tourne, l'équilibre est maintenu, l'homocystéine reste stable. Mais lorsque B9 ou B12 deviennent insuffisantes, le recyclage ralentit, le cycle se bloque partiellement et l'homocystéine commence à s'élever. C'est un peu
Comme un système de recyclage sans énergie, tout s'accumule. Comprendre ce cycle, c'est comprendre que l'homocystéine ne dépend pas seulement de ce que vous produisez, mais surtout de votre capacité à recycler. Et cette capacité dépend en grande partie de l'équilibre nutritionnel. Alors, si vous voulez les vitamines B9 et B12, Forever a justement élaboré un produit qu'on appelle B12+. C'est B12 plus B9. B9 qu'on appelle communément acide folique. Donc, vous avez les comprimés de Forever B12+. Et d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. La deuxième voie maintenant, et bon, on va dire, quand elle devient problématique, l'homocystéine, à l'état normal, fait partie du fonctionnement biologique. Bon, lorsqu'elle s'élève, son rôle change. Elle ne devient pas un poison immédiat, elle devient un facteur d'usure progressive. Et cette usure agit à trois niveaux essentiels. Premier niveau, le stress oxydatif. Une homocystéine élevée favorise la production de radicaux libres. Ces radicaux libres agressent les cellules, fragilisent les membranes, accélèrent l'usure biologique. C'est comme une oxydation lente, mais continue. Deuxième niveau, l'inflammation. Pas l'inflammation aiguë que l'on ressent, mais une inflammation silencieuse de bas grade qui s'installe doucement. Cette inflammation fragilise l'environnement vasculaire, perturbe l'équilibre métabolique et entretient l'usure. Le troisième niveau, c'est la fragilité vasculaire. L'homocystéine élevée peut altérer l'endothélium, la fine couche protectrice des vaisseaux sanguins. Quand cette protection diminue, les artères deviennent moins souples, la circulation perd en fluidité et la stabilité vasculaire se fragilise. Ce processus n'est ni brutal ni spectaculaire. Il est lent, mais profond, comme une érosion invisible qui agit jour après jour. C'est pourquoi l'homocystéine n'est pas un danger immédiat, mais un indicateur d'équilibre biologique. Et comprendre ce signal permet d'agir avant que l'usure ne devienne visible. Quelles sont alors les agressions euh, que l'endothélium subit et comment les artères durcissent? Maintenant, entrons au cœur du mécanisme vasculaire. À l'intérieur de vos vaisseaux, de vos artères, existe une couche extrêmement fine mais essentielle qu'on appelle l'endothélium. Je cherchais une sorte quand vous ouvrez le tuyau d'arrosage, là, vous ouvrez ça, vous voyez à l'intérieur, le vaisseau sanguin, c'est un peu comme ça. À l'intérieur, la couche contre laquelle le sang glisse, c'est ça qu'on appelle l'endothélium. On peut le comparer à un revêtement protecteur lisse et intelligent qui tapisse l'intérieur des vaisseaux sanguins. Quand l'endothélium est sain, le sang circule facilement. Les artères restent souples. L'inflammation est contrôlée et la pression s'adapte naturellement. Autrement dit, tout fonctionne en harmonie. Mais lorsque l'endothélium commence à se fragiliser, un processus progressif s'installe. D'abord, l'inflammation apparaît. Pas une inflammation visible, comme on l'a dit, mais une inflammation silencieuse de bas grade qui modifie progressivement l'environnement vasculaire. Ensuite, la rigidité commence. Les artères perdent une partie de leur élasticité. Elles s'adaptent moins bien aux variations de pression. Puis, la souplesse disparaît progressivement. La circulation devient moins fluide. La fonction vasculaire se fragilise. Ce processus n'est pas brutal. Il est lent, progressif, cumulatif. Et dans ce mécanisme, l'homocystéine peut jouer un rôle important. Une homocystéine élevée favorise le stress oxydatif, l'inflammation, la fragilité de l'endothélium et l'usure de la paroi vasculaire. Elle n'agit pas comme un choc brutal, mais comme une usure silencieuse. Je disais donc, l'hypertension n'est jamais la conséquence des vaisseaux qui s'abîment. C'est plutôt les vaisseaux qui s'abîment avant que la tension ne s'élève. Tant que votre raccord est neuf, vous avez beau pincer ou envoyer un jet d'eau à n'importe quelle pression, le raccord va continuer à tenir. Même parfois, quand vous attachez un bout, il peut tenir, même bomber pendant longtemps avant d'éclater. Tant qu'il n'y a pas un bouchon vraiment total, le, le raccord tient. Mais quand il commence par avoir des bouchons, quand il peut y avoir de la difficulté, quand il y a facilité à adhérer, des adhérences comme des excroissances qui poussent pour, vous voyez,
quand vous avez une rigole dans laquelle il y a des petits dépôts, ces dépôts-là, des pierres qui sont déposées, ces pierres vont accumuler encore de la mousse ou bien tout ce qui passe comme déchets. C'est comme ça que les plaques commencent par se former. Donc, elle n'agit pas comme un choc brutal, mais comme une usure silencieuse. Imaginez un tissu soumis à une friction constante. Rien ne se passe au début. Puis lentement, le tissu s'amincit, se fragilise, se détériore. C'est exactement ce qui peut se produire au niveau vasculaire. Comprendre ce mécanisme change la perspective. Le durcissement des artères ne commence pas au moment où les symptômes apparaissent. Il commence bien plus tôt, au niveau microscopique, au niveau de l'endothélium. Et l'homocystéine peut être l'un des signaux précoces de cette évolution. Comprendre ce signal, c'est déjà commencer à protéger. Les risques cardiovasculaires, alors. Tout à l'heure, je parlais de carrefour. J'ai parlé de l'une des voies qui conduit à la méthionine. Je n'ai pas parlé de la voie qui conduit à la cystéine parce que je ne veux pas tout développer ici. Sinon, il y a une deuxième voie qui conduit à la cystéine. Et cette voie-là, en plus des autres vitamines, a besoin de la B6. C'est pour cela que pour maîtriser le niveau de mon cystéine, on parle souvent des trois vitamines B, B6, B9, B12. Alors, à ce stade, une question devient naturelle. Au stade de risque, on est au niveau de risque cardiovasculaire, là. Quel est réellement l'impact de l'homocystéine sur le système cardiovasculaire? La réponse tient en un mot, influence. L'homocystéine n'agit pas seule, mais lorsqu'elle s'élève, elle peut amplifier plusieurs mécanismes clés. Premier mécanisme, l'athérosclérose. Lorsque l'endothélium est fragilisé, l'environnement vasculaire change. L'inflammation s'installe, la paroi devient plus vulnérable et les conditions favorables à la formation de plaques apparaissent progressivement. L'homocystéine ne crée pas seule la plaque, mais elle peut préparer le terrain. Deuxième mécanisme, la microcirculation. La santé ne dépend pas seulement des grandes artères, mais aussi des petits vaisseaux, les capillaires, qui nourrissent chaque cellule. Lorsque l'équilibre vasculaire se fragilise, la microcirculation devient moins fluide, l'oxygénation tissulaire diminue et l'efficacité cellulaire peut se réduire. Troisième mécanisme, la rigidité artérielle. Une artère souple absorbe la pression. Une artère rigide la subit. Avec le temps, rigidité et perte d'élasticité peuvent perturber l'équilibre circulatoire. L'homocystéine, en favorisant l'inflammation et le stress oxydatif, peut contribuer à cette rigidité progressive. Quatrième mécanisme, le vieillissement vasculaire. Les artères vieillissent naturellement avec l'âge, mais certains facteurs accélèrent ce processus. Une homocystéine élevée peut favoriser l'usure cellulaire, la fragilité endothéliale, mais aussi la perte progressive de souplesse. C'est ce qu'on appelle parfois un vieillissement vasculaire accéléré. Mais il est essentiel de comprendre une chose. L'homocystéine n'est pas un facteur isolé, elle est un amplificateur biologique. Elle agit en interaction avec l'inflammation, le stress oxydatif, le métabolisme, la nutrition, l'hygiène de vie. Et lorsque ces facteurs se combinent, l'impact devient plus profond. Comprendre cela change tout. On ne cherche pas un coupable unique, on comprend un système. Et dans ce système, l'homocystéine peut être un signal, un indicateur, un amplificateur, mais aussi une clé de prévention. Quelle est alors la différence entre cholestérol et homocystéine? Abordons maintenant une question essentielle, souvent mal comprise. Cholestérol ou homocystéine? Si depuis que je parlais, je disais cholestérol, 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 les gens allaient rester connectés. Mais comme ils entendaient homocystéine tout le temps, ils se disent, mais qu'est-ce que lui raconte là? C'est encore une de ces créations-là que les Béninois ont fabriquées. Abordons maintenant une question essentielle, donc souvent mal compris, cholestérol ou homocystéine. Pendant des décennies, le cholestérol a été considéré comme le principal facteur du risque cardiovasculaire. Mais la réalité biologique est plus nuancée plutôt. Commençons par clarifier. Le cholestérol est utile. Il est indispensable à la vie. Il participe à la structure des membranes cellulaires, à la fabrication des hormones, à la production de la vitamine D et à la synthèse de nombreuses molécules essentielles. Le cholestérol n'est donc pas un ennemi naturel.
il devient problématique dans un mauvais contexte biologique. Inflammation, stress oxydatif, endothélium fragilisé, déséquilibre métabolique. Et on a vu tout à l'heure qui fait tout ça. Autrement dit, ce n'est pas seulement la présence du cholestérol, c'est l'environnement dans lequel il circule. Maintenant, regardons l'homocystéine. L'homocystéine agit en amont. Elle n'intervient pas seulement dans la formation des plaques, elle influence le terrain sur lequel les déséquilibres peuvent apparaître. Une homocystéine élevée peut fragiliser l'endothélium, favoriser l'inflammation, augmenter le stress oxydatif, réduire la souplesse vasculaire. C'est comme une homocystéine élevée prépare le terrain à une oxydation future du cholestérol. Donc, le vrai problème, c'est l'homocystéine. Il ne faut pas lui permettre de créer les dégâts parce que le cholestérol, lui, le corps en a besoin. L'homocystéine, le corps n'en a pas besoin en réalité. Il n'est qu'un sous-produit que le corps veut transformer pour protéger encore ses cellules. La méthylation, on y reviendra tout à l'heure, d'accord? Soyez patients, hein, comme je le dis, le grand public. Et lorsque le terrain est fragilisé, donc, d'autres mécanismes, y compris lipidiques, peuvent plus facilement s'installer. C'est ce dont je parlais. C'est pourquoi certaines personnes présentent un cholestérol normal et pourtant développent une fragilité vasculaire. Et d'ailleurs, dans son livre, Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pour un résultat fatal, le docteur Restreint démontrait que dans 50% des cas, dans 50% des cas, les gens qui font un- une crise d'hypertension ont un taux de cholestérol normal dans 50% des cas et plus. Ceux qui ont un taux de cholestérol élevé, c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a des gens qui ont un taux de cholestérol normal, mais qui font quand même de l'AVC. Donc, vous voyez, le problème n'est pas de se focaliser sur le cholestérol, c'est de se focaliser sur l'hygiène de vie qui empêche le terrain de se dégrader. C'est donc pourquoi certaines personnes présentent un cholestérol normal et pourtant développent une fragilité vasculaire. Et à l'inverse, certaines personnes avec un cholestérol plus élevé ne développent pas nécessairement de troubles vasculaires si le terrain reste stable. Le message clé est simple. Le cholestérol est un acteur. L'homocystéine est un indicateur du terrain. Le risque cardiovasculaire n'est pas monocausal. Il est multifactoriel. Il dépend de l'interaction entre inflammation, stress oxydatif, fonction endothéliale, rigidité artérielle, métabolisme, nutrition et homocystéine. Comprendre cela change la perspective. On ne cherche plus un seul facteur à corriger. On ne prend plus juste des rendez-vous chez le cardiologue et on se dit, bon, je suis allé il y a un mois. Ah oui, c'est dans 3 jours, je dois retourner. Dès que je fais ça, c'est bon, tout est OK. C'est faux. Vous serez surpris. On ne cherche plus donc un seul facteur à corriger, on cherche à restaurer l'équilibre global. Et lorsque l'équilibre global s'améliore, le système vasculaire devient plus stable, plus résilient, plus protégé. Les origines de l'élévation. Après avoir compris le rôle de l'homocystéine, une question devient essentielle. Pourquoi s'élève-t-elle? Dans la majorité des cas, l'homocystéine n'augmente pas par hasard. Elle reflète un équilibre biologique perturbé. Regardons les causes principales simplement. Première cause, les carences nutritionnelles, vitamines B9, B12 et B6. Ces 3 vitamines sont indispensables pour recycler ou transformer l'homocystéine. Sans elles, le cycle ralentit. Et lorsque le recyclage ralentit, l'homocystéine s'accumule. Beaucoup de personnes pensent manger correctement, mais présentent malgré tout un déficit discret, souvent silencieux. Deuxième cause, la génétique. Le polymorphisme MTHFR. Chez certaines personnes, l'enzyme qui active les folates fonctionne moins efficacement. Résultat, le recyclage de l'homocystéine peut devenir plus lent. Mais la génétique n'est pas une fatalité. L'environnement nutritionnel reste déterminant. Comme je vous l'ai dit, votre problème génétique, c'est que les protéines qui permettent l'activation de, des provitamines B9, les folates, ce qui permet de
de transformer la molécule en vitamine B9 n'est pas là. Mais si vous avez donc une, un comprimé qui peut vous apporter ces protéines ou qui peut vous apporter la vitamine B9 sous une forme facilement utilisable, c'est bon. C'est bon. C'est comme vous n'avez pas de jus chez vous et votre voisin vous a connecté à son réseau. Vous avez des jus finalement. Le compteur n'est pas chez vous, d'accord. Mais vous avez pu avoir des jus parce que le branchement s'est fait à côté. La génétique, donc, ne condamne pas toujours. La génétique ne condamne pas. D'ailleurs, la génétique, on a dit que c'est quoi la génétique? La génétique, c'est les gènes que vous recevez, votre patrimoine, ce dont vous avez hérité. L'épigénétique, c'est l'environnement dans lequel ces gènes-là s'expriment. Et l'environnement peut les empêcher de s'exprimer. Quand les policiers sont toujours là, ils sont aux aguets, les voleurs rentrent dans leur coquille. Troisième cause, l'excès de méthionine alimentaire. C'est normal, non? Si on envoie plus de déchets que l'usine ne peut transformer, il ne peut pas avoir chaud là, il va avoir accumulation. Le plus l'organisme utilise de méthionine, plus il produit de homocystéine. Si le système de recyclage suit, tout va bien. Mais si le système de recyclage est insuffisant, est fatigué, est submergé, l'accumulation commence. Quatrième cause, le mode de vie, stress, tabac, alcool. Le stress chronique augmente la consommation de vitamine B, perturbe la méthylation et favorise l'inflammation. Le tabac augmente le stress oxydatif. L'alcool peut perturber l'absorption des vitamines et le métabolisme hépatique. Ces facteurs cumulés fragilisent l'équilibre biologique. Tu as quoi? Cinquième cause, la sédentarité. Le corps est conçu pour bouger. Lorsque le mouvement diminue, le métabolisme ralentit. La circulation devient moins efficace et certains mécanismes biologiques, y compris ceux liés à l'homocystéine, peuvent perdre en efficacité. Ainsi, l'homocystéine ne s'élève pas seule. Elle réagit à un contexte. Elle est souvent un signal biologique qui indique déséquilibre nutritionnel, ralentissement métabolique, stress oxydatif, inflammation ou fragilité vasculaire. Vous voyez, ces conditions augmente le niveau d'homocystéine et le niveau d'homocystéine élevé crée également ces conditions. Ça veut dire quoi? L'homocystéine, lorsque son niveau commence par être élevé, il crée les conditions qui vont entretenir son élévation. C'est comme il crée le terrain fertile sur lequel il va se développer et créer donc des dégâts. Comprendre ce signal permet d'agir à la racine, car lorsque l'équilibre revient, l'homocystéine suit et la santé globale également. Les mécanismes biologiques maintenant. Maintenant, allons plus profondément. Comprenons les mécanismes biologiques qui régulent réellement l'homocystéine. Tout repose sur un, 2, 3, 4 systèmes majeurs. 4. 4 systèmes majeurs. Le premier système, c'est la méthylation. La méthylation est au cœur du métabolisme. C'est un processus par lequel le corps transfère de petits groupements chimiques appelés groupes méthyl. Ces transferts permettent la régulation cellulaire, la synthèse de neurotransmetteurs, la détoxification et le recyclage de l'homocystéine. Si vous avez déjà entendu parler de la diète cétogène que l'on utilise par exemple dans le traitement des maladies d'Alzheimer, pas traitement, hein, on ne fait pas de traitement avec la diète. Quand on dit diète, c'est vraiment que c'est nutrithérapie. C'est des spécialistes, des gens formés qui font ça. Nous, on n'est pas dans ce registre. Nous, on peut en parler, mais ceux qui ont fait les études là-dessus, ceux qui en ont fait leur domaine de spécialité peuvent vous conduire là. Nous, on peut simplement vous dire, en utilisant des compléments alimentaires, vous pourrez produire davantage de donneurs de méthyle. Et d'ailleurs, c'est un chapitre, malgré malgré tout ce que vous pouvez croire. Quand je lisais le livre, c'est un chapitre que je n'avais pas aimé du tout. J'avais aimé le chapitre de l'homocystéine, surtout en voyant l'importance des vitamines B6, B9, B12. Mais quand on est parti vers les donneurs de méthyle,
les données de métier, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Ça ne m'intéresse pas, moi. Et pourtant, c'était important. Voilà. Donc, dans le traitement des maladies comme la maladie d'Alzheimer, on a besoin de donneurs de méthyle. On y va donc. La méthionine est utilisée pour la méthylation. Lorsque la méthylation fonctionne bien, l'homocystéine est recyclée en méthionine. Lorsque la méthylation ralentit, l'homocystéine peut s'élever. Donc, vous voyez, l'homocystéine est transformée la méthionine plutôt, est transformée en homocystéine qui va être transformée encore, utilisée pour faire la méthylation et transformée encore en homocystéine. Deuxième système, la transsulfuration. Ici, l'homocystéine n'est pas recyclée, mais transformée. Elle devient cystéine, puis contribue à produire le glutathion. Le glutathion est l'un des protecteurs majeurs de vos cellules. Il neutralise les radicaux libres, protège l'endothélium et soutient l'équilibre cellulaire. Il y a deux mécanismes antioxydants naturels du corps. L'un d'eux s'appelle glutathion peroxydase et le deuxième s'appelle superoxyde dismutase. Donc, la transsulfuration de l'homocystéine permet de produire le glutathion. Le glutathion, donc, neutralise les radicaux libres, protège l'endothélium et soutient l'équilibre cellulaire. Quand la transsulfuration fonctionne, l'homocystéine ne s'accumule plus et la protection antioxydante augmente. Troisième système, le stress oxydatif et l'inflammation. Lorsque les radicaux libres deviennent excessifs, ils agressent les cellules. L'inflammation chronique s'installe, la paroi vasculaire se fragilise. Une homocystéine élevée peut amplifier ce processus, mais lorsque la protection antioxydante est suffisante, l'équilibre peut être maintenu. Quatrième système, enfin, l'oxyde nitrique, le NO, le fameux NO que l'on voit quand on parle de L-arginine, quand on parle de Forever, AG+. Le voici, il est toujours là, hein. Il est toujours là, je vais vous montrer. C'est ce que je recommande à mes amis. Quand vous avez remis votre corps en l'état, il faut maintenant vous mettre à ce programme-là un sachet par jour dans n'importe quelle bouillie et vous pouvez vous garantir tout ce que je suis en train de dire là. Les vitamines de groupe B sont dedans, la vitamine K2 est dedans, la vitamine D3 est dedans. Vous voyez, tout, tout. Et vous avez les extraits de vin rouge également, et en particulier les extraits de pépins de raisin. Vous connaissez le docteur Restandé, les extraits de pépins de raisin, il adore ça. Quatrième système, l'acide nitrique. L'acide nitrique est une molécule produite par l'endothélium. Il permet aux artères de rester souples, de se dilater et de maintenir une circulation fluide. Quand l'acide nitrique diminue, la rigidité augmente, la circulation devient moins efficace et la fonction vasculaire se fragilise. Dit comme ça, on a l'impression que c'est le retrait de l'acide nitrique qui fait ça, alors qu'en réalité, c'est les mêmes conditions qui suppriment la production d'acide nitrique. C'est souvent un cercle vicieux. C'est souvent un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre. Consommer des médicaments et dormir ne vous permettra pas de relancer la machine. C'est juste que vous voulez gérer les effets et vous refusez d'agir, d'intervenir sur le terrain, alors que le terrain, il est très facile à appréhender. Je vous garantis cela. Je le dis à cause des outils dont je dispose et de ce que je fais de ces outils-là. Pendant que je parle, je viens de me faire livrer 4 flacons de PET, Berry. Oui, 4, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous voyez? Et ça va disparaître où? Dans ma boîte et dans la boîte de Geneviève. Nous allons consommer ça. Allez, mettons de côté d'abord. Donc, la rigidité augmente, la circulation devient moins efficace et la fonction vasculaire se fragilise. Une homocystéine élevée peut réduire la disponibilité du monoxyde d'azote, notamment en augmentant le stress oxydatif. Maintenant, retenez l'essentiel. Ces 4 systèmes, méthylation, transsulfuration, protection antioxydante et oxyde nitrique, fonctionnent en réseau. Quand ils sont équilibrés, l'homocystéine reste stable. La protection cellulaire augmente. La fonction
vasculaire est préservé et le métabolisme retrouve sa fluidité. Quand ce système fonctionne, l'équilibre revient. Les nutriments clés. Après avoir compris les mécanismes, une question devient évidente. De quoi le corps a-t-il besoin pour maintenir l'équilibre? La réponse tient en un mot, les nutriments. La biologie plutôt ne fonctionne pas sans matière première. Et certains nutriments jouent un rôle central dans la régulation de l'homocystéine. Voyons les piliers simplement. Pilier numéro un, les vitamines B9, B12 et B6. Elles sont essentielles pour le recyclage et la transformation de l'homocystéine. La B9, folate, apporte les groupes méthyl nécessaires au recyclage. La B12 permet la conversion finale vers la méthionine. La B6 permet la transformation vers la cystéine dans la voie de transsulfuration. Quand ces trois vitamines sont suffisantes, le recyclage fonctionne, l'accumulation diminue, l'équilibre revient. Deuxième pilier, la bétaïne et la choline. Elles soutiennent la méthylation. Elles offrent une voie alternative de recyclage de l'homocystéine indépendante des folates. Lorsque cette voie est active, l'organisme dispose d'une sécurité supplémentaire pour maintenir l'équilibre. Troisième pilier, le magnésium et le zinc. Ces minéraux ne recyclent pas directement l'homocystéine, mais ils sont indispensables au fonctionnement des enzymes. Sans eux, les réactions biologiques perdent en efficacité. Avec eux, les cycles métaboliques deviennent plus fluides. Quatrième pilier, les antioxydants. Vitamine C, vitamine E, polyphénol, glutathion, ils protègent l'endothélium, réduisent le stress oxydatif et limitent l'usure cellulaire. Moins de stress oxydatif signifie souvent un environnement plus stable pour l'équilibre vasculaire. Maintenant, retenez l'essentiel. La nutrition n'est pas seulement énergétique, elle est biologique. Chaque nutriment soutient une fonction, chaque fonction influence l'équilibre et cet équilibre influence la santé vasculaire. Nutrition égale fondation biologique. Quand la fondation est solide, le système devient stable. On va voir un dernier chapitre, l'hygiène de vie. Après les mécanismes des nutriments, revenons à quelque chose de fondamental, l'hygiène de vie. La biologie ne dépend pas uniquement de ce que vous consommez, elle dépend aussi de la manière dont vous vivez. Quatre piliers influencent profondément l'équilibre de l'homocystéine et la santé vasculaire. Pilier numéro un, l'alimentation. Une alimentation équilibrée soutient la méthylation, fournit la vitamine B, les minéraux et les antioxydants nécessaires au métabolisme. À l'inverse, une alimentation déséquilibrée peut favoriser l'inflammation, augmenter le stress oxydatif, perturber l'équilibre métabolique. L'alimentation agit chaque jour, souvent silencieusement. Deuxième pilier, l'activité physique. Le mouvement stimule la circulation, améliore l'oxygénation cellulaire, soutient le métabolisme et favorise l'équilibre vasculaire. Le corps est conçu pour bouger. Quand il bouge, les mécanismes biologiques s'activent. Quand il reste immobile, ils ralentissent. Troisième pilier, le sommeil. Le sommeil est un moment de régulation. C'est pendant le sommeil que l'organisme répare, équilibre, détoxifie et stabilise le système biologique. Un sommeil insuffisant ou perturbé peut influencer l'inflammation, le stress, le métabolisme et l'équilibre global. Et ceux-là vont faire quoi? Ceux-là vont... Geneviève. Ceux-là vont favoriser l'élévation du niveau de d'homocystéine et la disparition totale de la production de monoxyde d'azote. Normalement, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit là, vous comprenez pourquoi on insiste pour que vous consommez les compléments alimentaires. Et parlant de consommer les compléments alimentaires, j'ai montré le berry sous sa forme quoi? PET. Et voici le berry sous la forme bidon. Oui, j'en ai encore que j'avais ouvert, que je consommais. Si ce n'est pas de l'abondance, dites-moi ce que c'est, mes chers amis. Voilà. La richesse, ce n'est que ça. L'abondance, c'est cela. Je serais encore là maintenant, aigri, à être en train de regarder la fin du mois, qui est très loin.
et qui est très loin. Alors que depuis avant-hier, Forever a viré ses bonus. Quand vous imaginez que le bonus est deux, trois fois, quatre fois plus élevé que le salaire, vous voyez combien c'est intéressant. Le plus gros vient plus tôt. Et au même moment, il y a les sources, les sources variées qu'on a créées, les ruisseaux qu'on a créés pour que l'argent vienne à nous. Tout à l'heure, quand il va finir, je vais faire un tour sur Amazon pour voir combien de pages Kempo on a lu. Ce matin, j'avais capturé 777 pages. Quelques minutes, trentaine de minutes après, je reviens, j'étais à 877 pages. Alors que c'est là, le mois passé seulement que j'ai atteint 1000 pages Kemp lues. Vous voyez, on est le, le 14 aujourd'hui, non? C'est le 14 aujourd'hui. C'est le 15 aujourd'hui. 13. Ah, c'est le 13 aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui le 13. Oh, le bonus est viré depuis hier. Alors que c'est le 15 on vit ça normalement. Oh, frère, bon, buvons. Buvons notre alloué tranquillement. Hmm. Quand les enfants vous voient boire ceci, quand ils vont grandir, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Ils vont se contenter du salaire? Jamais. Ils vont pas, ils vous voient aussi assidus, travailleurs. Ils savent que vous ne trichez pas dans votre boulot. Ils me voient en train de travailler. Mes collègues au service me voient, puisque nous communiquons. Actuellement, on est en train de calculer les moyennes. Et je suis Educ Master. Toute la journée, j'étais là-dessus. Les gens m'envoient les notes et moi, j'importe. Ils m'ont déjà déposé les versions papier. Après avoir importé, j'ai fait vérification. Donc, les enfants voient qu'on est en train de travailler tout le temps et ils voient aussi qu'on ne manque pas de nous offrir le meilleur, n'est-ce pas? Oh. Hmm. Donc, reprends un peu. Je suis là, parler, parler, parler. Je bois seul. Va nous parler. Oh, c'est la main de Jack ou bien la main de qui? Ah, voilà. Quatrième pilier, la gestion du stress. Le stress chronique consomme des ressources biologiques, perturbe la méthylation, augmente l'inflammation et fragilise l'équilibre vasculaire. Un stress ponctuel est normal. Un stress permanent épuise le système. Maintenant, retenez ceci. La prévention ne commence pas après les symptômes. Elle commence bien avant. Chaque jour, vos habitudes influencent votre métabolisme, votre équilibre vasculaire, votre protection cellulaire. Et lorsque l'hygiène de vie devient cohérente, le corps retrouve progressivement sa capacité d'équilibre. Maintenant, je vais quand même vous raconter cette histoire. Je suis allé la chercher, pas dans le livre des auteurs restreints. Alors, je reconnais qu'aujourd'hui, le livre que j'écris, c'est pratiquement des phrases que j'ai entendues des scientifiques prononcer. Dans mes formations, j'ai toujours parlé d'homocystéine, j'ai toujours dit ces choses-là dans mes formations pour ceux qui me suivent depuis quelques années. Mais là, maintenant, j'ai décidé de creuser les sujets et de permettre aux gens de les approfondir. C'est pour cela que les gens sont en train de lire avidement actuellement mes livres, mes pages Kemp. Vous voyez, il y a un livre qui est très bien lu aujourd'hui, c'est le protocole constipation. Le protocole constipation, si vous n'avez pas encore lu ça, allez-y. Moi, ce que je fais, c'est ça. Quand j'ai publié les livres, je vais voir un peu l'audimat. Quels sont les livres qui intéressent les lecteurs? Et ce que Amazon fait, c'est que quand il y a un souci avec votre livre, il vous le signale tout de suite. Et puis, dans la minute d'après, dès que vous êtes informé, vous pouvez aller intervenir pour faire les ajustements, les améliorations qu'il faut. Ce livre, il est lu par plusieurs personnes déjà. La preuve que c'est un livre qui est bien. Il y a beaucoup d'autres livres, les protocoles fascia, il y a plusieurs protocoles fascia. Tous sont achetés. Il y a quelqu'un qui en a acheté deux, et deux de l'un, et un autre a acheté deux de l'autre aussi. Ça veut dire que c'est bien. Donc, je continue avec l'histoire du docteur Kilmer Matt Curly. J'en ai toujours parlé. Terminons par une histoire scientifique, une histoire humaine, une histoire de conviction. Dans les années 1960, un jeune chercheur et pathologiste américain, le docteur Kilmer Matt Curly, observe quelque chose d'inhabituel. En étudiant des enfants atteints d'une maladie génétique rare, il remarque un point commun. Leurs artères
présentent des lésions ressemblant à celles observées chez des adultes atteints de maladies cardiovasculaires. Ça dit quoi? Des enfants de moins de 7 ans, moins de 5 ans même, ont leur cœur est aussi vieux que le cœur d'une personne âgée de plus de 90 ans. Mais pas celles que moi je connais, hein. Je connais des personnes de plus de 90 ans à qui on a dit que leur cœur ressemble à des jeunes de 18 ans. Et je parle d'un Béninois, d'un Béninois, un vieux Béninois qui a travaillé à la Poste, qui a longtemps été président du bureau appelé de C. Segbeya. Oui, il a eu un problème comme ça. Il a été opéré 2 fois dans la même semaine et son cœur a supporté. Alors que les spécialistes, l'urologue qui devait intervenir au niveau de la prostate et le cardiologue se battaient pour dire, l'un disait, on doit l'opérer, sinon il va s'en aller. L'autre dit, non, son corps ne va pas supporter. Et sa fille a dû signer un engagement. Le cœur a supporté les 2 opérations. Et on a vu que ce cœur était jeune. Parce que ce monsieur, il mange les compléments alimentaires. Priez simplement pour avoir les moyens de manger. Priez pour avoir les moyens de donner à vos parents ces produits. Un Vital 5 offert chaque jour et chaque mois plutôt, c'est le meilleur cadeau. Vous êtes plusieurs, offrez-leur. Offrez-leur ça. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Et je connais des gens qui le font depuis quelques années et les parents le leur rendent. Au passage, la maman a une amie, a une grande sœur, a demandé expressément qu'elle lui fasse une vidéo qu'elle m'envoie. J'ai entendu le message, j'ai suivi la vidéo, j'ai été très ému et je vais l'écouter demain pour lui proposer justement un programme. Elle a dit exactement ceci, je veux que ce soit lui-même qui m'écoute, qui écoute le son de ma voix et qui me propose les choses. Je vais faire exactement ce qu'il me dit et je vais retrouver la santé. Quand les gens ont cette foi, nous on dit Amen. Parce que ce que femme veut, Dieu veut. C'est une maman, une femme. Et elle dit qu'elle va avoir la santé, elle aura la santé. Il n'y a rien à faire. Moi, je vais juste laisser Dieu guider ma main. J'ai déjà une petite idée de ce que je peux lui proposer parce que c'est très simple hein, de relancer ces corps-là qui, qui ne sont pas trop sollicités comme certains le sont aujourd'hui. En étudiant donc des enfants atteints d'une maladie génétique rare, ils remarquent un point commun. Leurs artères présentent des lésions ressemblant à celles observées chez des adultes atteints de maladies cardiovasculaires. Mais ces enfants n'avaient ni cholestérol élevé, ni facteur de risque classique. Alors, qu'est-ce qui expliquait ces lésions? Le docteur Mark Kelly identifie un élément commun, des niveaux très élevés d'homocystéine. À partir de cette observation, il propose une hypothèse audacieuse pour l'époque. Nous parlons de 1960, on a dit. L'homocystéine pourrait jouer un rôle majeur dans les maladies cardiovasculaires. C'était l'hypothèse. Mais à ce moment-là, toute la recherche était centrée sur le cholestérol. Son hypothèse dérange. D'ailleurs, les firmes pharmaceutiques avaient déjà mis beaucoup d'argent pour produire les statines, les médicaments contre le cholestérol. Donc, vous comprenez que valider une telle hypothèse, ce serait catastrophique. Non seulement pour, quand on dit firme pharmaceutique, les gens croient que c'est juste un individu qui s'enrichit. C'est pratiquement, c'est toute l'économie mondiale qui peut être menacée si jamais ces films-là étaient descendus. C'est pour ça que les idéalistes, je vais dire, non, les idéalistes, bon, nous on est là dans notre monde de rêveurs, on ne veut pas s'arrêter pour voir un peu à quoi tient l'équilibre. Si Dieu qui a le contrôle permet que certaines choses arrivent, c'est justement pour que l'équilibre continue d'être maintenu. Donc, on ne va pas encourager les gens à continuer à faire du mal, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a de nombreuses familles qui sont nourries avec ça. Et puis le cholestérol, ces médicaments, ils n'éliminent pas les gens. Ils sauvent des vies. D'accord? Mais tu lui as dit que si on avait compris plus tôt que c'était plutôt sur ce terrain-là qu'il faut jouer, comme d'ailleurs beaucoup de peuples l'ont compris aujourd'hui. Je crois que
je peux jurer la main sur le cœur que les Burkinabés sont en meilleure santé que les Béninois aujourd'hui, que les Ivoiriens sont en meilleure santé que les Béninois aujourd'hui, que les Togolais sont en meilleure santé que les Béninois. Oui, je peux vous le dire, je peux le jurer la main sur le cœur, parce que je vois beaucoup de malades tous les jours, des gens qui ne tiennent que par leur aller-retour dans les cabinets, qui n'ont pas compris que la santé se joue ailleurs. La santé, ce n'est pas quand la maladie s'est installée. Quand la maladie s'est installée, il ne faut pas se contenter d'essayer de gérer. C'est comme, bon, un grand arbre qui a poussé derrière ta clôture et toi, tu as la possibilité de déraciner l'arbre, mais tu dis non. Tu attends, lorsque l'arbre pousse des branches, tu vas couper. Ça pousse des branches, tu vas couper. Jusqu'au jour où les racines de l'arbre vont faire tomber ta clôture. C'est ce qui arrive. Je dis que les Burkinabés sont en meilleure santé parce qu'ils consomment les produits Forever aujourd'hui. Les Burkinabés, ils sont à plus de 10 000 cc. Hein. 10 000 cc, calculez vous-même. Un cc, c'est plus de 130 000 francs. Environ 100 combien? Je dirais 140 000, non, 150, non, plus de 100 au prix client. Hein. Ça dépasse largement. 180 et quelques mille francs, un cc, au prix client. Et ils font 10 000 cc le mois. Donc, dites-moi, 10 000 cc. Donc 10 000 fois 180 000, c'est ce que les Burkinabés consomment chaque mois en produits Forever. Et les Béninois croient, ils envoient leurs enfants étudier la médecine au Burkina, hein, et ils croient qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et ils sont là, ils s'en vont, un à un. Chaque week-end, il y a des mouvements. On envoie, on dit au revoir, mais personne ne s'arrête pour voir est-ce que nous ne sommes pas gourés? Est-ce que nous, c'est comme aujourd'hui, quoi. Moi, je suis dans l'enseignement, ça fait 29 ans. Et quand je rassemble l'expérience du personnel qui a au CEG Grand Popo, notre expérience, nous sommes une, une soixantaine. Je n'en connais pas, à part même les tout derniers qui sont venus, je n'en connais pas qui a fait moins de 10 ans d'expérience dans l'enseignement. Parce que les gens, ils sont peut-être entrés aujourd'hui, d'accord, mais c'est des gens qui roulaient leur boss un peu partout. Vous voyez, cette masse d'expérience-là cumulée, mais un parent qui n'a pas eu le CEP, il vient et lui, il maîtrise mieux comment on va éduquer les enfants. Malheureusement, c'est ça la réalité. Bon, les gens ont le droit de faire ça. Nous, notre devoir, nous, d'éducateurs, c'est de garder notre calme, de l'écouter, de sourire, de les conduire gentiment si il devient exaspérant et d'afficher les résultats après, devant lesquels il s'émerveille, comme on a pu le faire, même à des anciens présidents. Voilà donc ce, ce sur quoi on est. Réveillons-nous, chers Béninois. Il n'y a pas de peuple qui est riche sans avoir maîtrisé la santé. Et la santé, ce n'est pas dans les... on ne va pas construire autant d'hôpitaux que de citoyens. La santé se joue en dehors de l'hôpital. Un séjour à l'hôpital, on vous a remis sur pied, mais le reste, c'est après, c'est au dehors. Suivi médical. Est-ce que suivi médical veut dire que le médecin a les yeux sur toi tout le temps? Tu respires, il dit, il vient de respirer. Même en étant à l'hôpital, tu ne peux pas avoir le regard du médecin fixé sur toi tout le temps. Donc, il faut savoir être autonome. Des expériences ont été faites aux États-Unis. On a maintenu les gens dans les hôpitaux tout leur faire, tout contrôler. Et ils étaient en meilleure santé. Mais dès qu'ils sont rentrés chez eux, la maladie est revenue. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas rendus autonomes. Nous, on fait de l'éducation. On aide les gens à comprendre. Et tant que les gens ne vont pas comprendre, ils ne vont pas savoir que boire du Béri-Nectar, ça fait partie également des gestes à faire. Les gens préfèrent acheter, faire toujours des tours dans les caves à vin. Chaque week-end, c'est des tonnes de litres de liqueur qui partent. Et ceux-là, en tout cas, on va prier pour que les vignobles se déplacent aussi au Bénin. Tellement les Béninois aiment le vin. Et il ne pense même pas à ceci. J'ai vu des bouteilles de vin
de plus d'1 million de francs CFA. Oui, j'en ai vu. Et j'ai amené un jour mes filleuls pour leur montrer que cette histoire de les produits coûtent cher, ça ne veut rien dire. Moi, je peux leur donner la composition exacte de ceci et je peux leur donner la composition exacte de la bouteille de vin qui coûte 1 million. Quelle que soit la qualité du vin, et où ça a séjourné, et de quelle époque ça provient, sa composition ne peut jamais dépasser la composition de l'aloe vera. Jamais. Et lui, il coûte 1 million, le litre. Et tu me dis que un litre à 21 300, c'est cher. Et tu as des bouteilles de liqueur qui coûtent plus que ça même. 1 million, c'est déjà trop parti. Vous voyez des boissons, bouteilles plus petites que ceci, qui va coûter plus de 50 000. Et les gens achètent ça. Ils sont contents. Oui, parce qu'ils se disent c'est une fois en passant. Ceci-là, il faut en consommer 4 par mois. Et après, ça te dépasse. Les Burkinabés sont à ce niveau-là. Eux, ils ont eu la chance, ils ont eu, je vais dire la chance, oui, de faire l'expérience du monde médical pendant longtemps. Je me suis entretenu avec, j'ai pris en charge une reine. On l'a fait voyager à plus de 400 km de Ouagadougou pour venir me rencontrer quand je suis allé donner une conférence. Cette dame, bon, je ne vais pas donner plus de détails sur elle parce que les gens la connaissent. Elle a fait un parcours. Elle a fait un parcours et elle était fatiguée. D'ailleurs, ceux qui s'occupaient d'elle-même là, ils étaient arrivés au bout. Vous voyez, quand les gens viennent, ils sont souvent, les équipes sont souvent enthousiastes. Ils se disent, bon, on va expérimenter ceci, on va faire ceci, ça va marcher. Oui, quand les gens n'ont pas les moyens, ils s'en vont, ce n'est pas un problème. Mais quand ils ont les moyens, ils vous font confiance, vous faites. Ça ne marche pas. Ils reviennent encore. Vous faites autre chose. Ça ne marche pas. On change d'équipe. La nouvelle équipe aussi fait. Ça ne marche pas. Résultat, les gens sont désabusés. Beaucoup de peuples ont déjà dépassé ce niveau-là. Donc, ce que moi je fais, je suis patient. J'attends que les Béninois traversent également cette période-là, ces moments que d'autres peuples ont traversés. Les Japonais qui sont au niveau le plus élevé de la science sont aujourd'hui dans le monde entier les plus gros consommateurs de compléments alimentaires forever. Pourquoi? Vous pensez que eux, ils n'ont pas des entreprises? Mais pourquoi tu veux faire toi-même ce que quelqu'un d'autre fait à la perfection et que tu n'as pas le temps de faire? Nous, là, on est capable de, 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 de créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous produisons des maillots que les autres portent. Donc, plutôt que de dire, je ne prends pas ce qui vient de chez les autres, il faut voir qu'est-ce que les autres recherchent que je peux leur fournir, plutôt que de dire panafricanisme. De toute façon, panafricanisme, les gens vous jouent des tours. Vous dites panafricanisme, qu'est-ce qu'ils font? Le monsieur, il est chinois, il prend un Africain qu'il met devant et il crée son entreprise derrière. Lui, il reste en dessous. Ou bien, l'Africain a créé l'entreprise, mais toutes les machines utilisées proviennent de la Chine. Finalement, on enrichit qui? La machine va être maintenue. Vous allez le faire former sur la machine. Donc, croyez-moi, oubliez cette histoire de panafricanisme-là, avec lequel des gens désœuvrés nous distraient. Et souvent, quand je vois les gens qui revendiquent panafricanisme, ce ne sont pas des gens qui sont sains. Ils cherchent des intérêts. Ils ne sont pas de vrais démocrates. On leur donne, en tout cas, testez-les. Donnez-leur juste un poste. Vous allez voir, ils vont mettre tous leurs frais là. Il n'y a pas de choses là. Ils vont ramasser tout leur frères, toute leur famille et mettre dedans. Et c'est ça le combat que les enfants chez nous ici. Bon, je suis dans la santé, hein, je reviens ici. Les travaux de Kilmer McCurley sont contestés parce que à ce moment, toute la recherche était centrée sur le cholestérol. Son hypothèse dérangeait et elle ne correspondait pas au modèle dominant. Ces travaux sont contestés, ses financements diminuent, sa carrière scientifique traverse une période difficile. Oui, et dans le livre de Dr. Ristran, il raconte que ses propres camarades de promotion étaient envoyés à la télé pour
pour le déchiqueter. Vous avez suivi un peu, comparaison n'est pas raison, Docteur Raoult avec les histoires de Covid. C'est ce que ça m'a rappelé. Kilmer Macaulay a perdu tous ses postes. Tous ses postes. Toutes les chaires qu'il dirigeait, tous les hautes fonctions qu'il occupait, on l'a descendu de tout. Vous savez, quand les gens en ont après vous, ils vous écrasent. Et malheureusement, nous autres, le bas peuple, quand on lit dans les journaux, on vient de dégommer quelqu'un, on est content. Comme si le malheur de l'autre nous apporte quelque chose. On ne sait pas que malheureusement, c'est que la personne a raison, mais on veut juste l'étouffer. Sa tête ne plaît pas. À la fin, la science lui a donné raison. Ces mêmes amis qui le critiquaient hier sont venus faire leur mea culpa. Mais malheureusement, le mal était déjà fait. Les gens qui vous font du mal, ils savent bien qu'ils vous font du mal. Ne perdez pas le temps à essayer de comprendre. Ne perdez pas le temps à discuter avec eux. Ils savent bien ce qu'ils font. Ignorez-les et avancez. Pourtant, ils continuent, année après année. Les recherches s'accumulent. Les scientifiques confirment progressivement ces observations. Et des décennies plus tard, la communauté scientifique reconnaît que l'homocystéine est bien un facteur biologique réel du risque vasculaire. Le pionnier isolé avait vu juste. Que nous enseigne cette histoire? Que la science évolue, que la compréhension progresse et que certains signaux biologiques longtemps ignorés finissent par révéler leur importance. Ce que je veux dire, les gens qui rejettent cette théorie, ce n'est pas qu'ils ne savent pas que les théories sont fondées. Elles savent, mais ça ne les arrange pas. C'est tout. Ta tête ne leur plaît pas. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir si ce que tu fais est bon ou pas. Eux, là, c'est des destructeurs nés. Ils sont formés, ils sont nés pour ça. Le diable n'envoie pas ses enfants pour te faire sourire. Aujourd'hui, l'homocystéine n'est plus une hypothèse marginale. Elle est reconnue comme un indicateur clé de l'équilibre métabolique et vasculaire. Mais dites-moi, allez à l'hôpital demain, combien de médecins vont mesurer votre niveau d'homocystéine? C'est le taux de cholestérol qu'on va mesurer. On va te dire, taux de cholestérol élevé. On ne parlera pas d'homocystéine. Mais les groupes que moi je connais, les laboratoires sérieux que je connais, je n'en connais pas au Bénin ici. Et s'il y en a, dès que je suis informé, j'en parlerai. S'il y en a, partagez ces informations avec moi. Moi, mon objectif, c'est d'orienter les gens, c'est de guider les gens vers les meilleurs endroits. Comprendre son rôle, c'est bénéficier de décennies d'observation, de recherche et de persévérance scientifique. On va passer maintenant à l'optimisation. Après avoir compris les mécanismes, les causes et les signaux, une question devient centrale. Comment optimiser concrètement l'équilibre de l'homocystéine? La réponse n'est pas brutale, elle est progressive, biologique, cohérente. Je vais vous proposer 5 axes. 5 axes principaux qui permettent de restaurer l'équilibre. Le premier axe, corriger les carences. Sans les nutriments essentiels, le métabolisme ralentit. La vitamine B9, B12 et B6 sont indispensables pour recycler et transformer l'homocystéine. Lorsque ces carences sont corrigées, le recyclage reprend, l'accumulation diminue et le système retrouve sa fluidité. Deuxième axe, soutenir la méthylation. Déjà, je vous informe que les acides gras à chaîne courte, ce qu'on appelle les AGCC, sont produits par le microbiote intestinal, un microbiote intestinal sain. Donc, si vous faites le confort digestif, c'est déjà un premier pas pour aller vers là-bas. Donc, soutenir la méthylation. La méthylation est le cœur du recyclage. Elle dépend des folates actifs, de la vitamine B12, mais aussi de la bétaïne et de la choline. Je vous rappelle aussi que la vitamine B12 est produite par les bactéries du microbiote. Deuxième bonne nouvelle, je parlais de la vitamine KD hier quand je parlais du calcium. Le calcium a besoin de la vitamine KD pour être orienté. Et la vitamine KD est fabriquée dans le microbiote. Donc, avant de demander qu'est-ce que je vais faire Jean-Louis ou qu'est-ce que je vais faire Geneviève, il faut commencer par
vous préparez pour faire le confort digestif. Quel confort digestif convient à votre profil? On vous le dira en vous écoutant. La méthylation est le cœur du recyclage. Elle dépend des folates actifs de la vitamine B12, mais aussi de la bétaïne et de la choline. Lorsque la méthylation est soutenue, l'homocystéine est mieux régulée, le métabolisme devient plus stable et l'équilibre se renforce. Troisième axe, réduire le stress oxydatif. Le stress oxydatif fragilise les cellules et l'endothélium. Les antioxydants, vitamine C, vitamine E, polyphénol, glutathion soutiennent la protection cellulaire. Moins de stress oxydatif signifie moins d'inflammation, plus de stabilité vasculaire et un environnement favorable à l'équilibre biologique. Quatrième axe, protéger l'endothélium. Un endothélium sain maintient la souplesse des artères et la fluidité circulatoire. L'activité physique, l'équilibre nutritionnel et la protection antioxydante soutiennent cette fonction essentielle. Lorsque l'endothélium est préservé, la circulation reste fluide, la rigidité diminue et la fonction vasculaire s'améliore. Cinquième axe, stabiliser l'hygiène de vie. Alimentation cohérente, activité physique régulière, sommeil réparateur, gestion du stress. Ces piliers agissent chaque jour en profondeur, souvent silencieusement. Alors, une façon de gérer le stress, tu t'es disputé avec quelqu'un, la personne passe sans te saluer, interpelle-le. Dis-lui, mon ami, tu vas où? On doit le saluer avant que tu ne partes. Fais l'expérience, tu vas voir. Ça marche. Une première fois, la personne t'ignore, mais une deuxième fois, elle pourrait venir. Maintenant, si tu essaies que la personne refuse toujours, Dieu a vu ton effort. Il va te calmer. Désormais, toi, tu as le contrôle. Lui, il continue de faire bouillonner son sang. Parce que refuser de pardonner, c'est comme boire un poison et s'attendre à ce que ça fasse du mal à l'autre personne. Stabiliser donc l'hygiène de vie, alimentation cohérente, activité physique régulière, sommeil réparateur, gestion du stress. Ces piliers agissent chaque jour en profondeur, souvent silencieusement, mais leur impact est réel. Maintenant, retenez l'essentiel. L'optimisation de l'homocystéine n'est pas un geste ponctuel, c'est un rééquilibrage progressif. Quand les carences sont corrigées, quand la méthylation est soutenue, quand le stress oxydatif diminue, quand l'endothélium est protégé et quand l'hygiène de vie devient cohérente, le corps répond, l'équilibre revient progressivement. Nous arrivons au terme de ce parcours et le message essentiel est simple. L'homocystéine n'est pas un ennemi. C'est un indicateur biologique, un signal, un messager de l'équilibre interne. Elle ne parle pas de maladie, elle parle de terrain. Lorsque le métabolisme est équilibré, les mécanismes de recyclage fonctionnent, la méthylation est fluide, la protection antioxydante est suffisante et l'endothélium reste intact. Dans ces conditions, les vaisseaux conservent leur souplesse, la circulation reste fluide, la protection cellulaire est maintenue et l'équilibre biologique se renforce. Mais lorsque cet équilibre se fragilise, l'homocystéine peut devenir un signal d'alerte précoce, pas pour inquiéter, mais pour agir. Car la force de la biologie humaine, c'est sa capacité d'adaptation. Quand vous corrigez les carences, quand vous soutenez la méthylation, quand vous réduisez le stress oxydatif, quand vous protégez vos vaisseaux et quand votre hygiène de vie devient cohérente, le corps répond toujours. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'équilibre. Et lorsque la stabilité, l'équilibre revient, lorsque l'équilibre revient, la stabilité s'installe, la fonction se préserve et la circulation de la vie continue. Comprendre permet d'agir. Ça devait être le mot final, mais là, maintenant, je viens au mot final. Depuis le début de ce live, vous avez compris une chose essentielle. Le corps ne tombe pas malade par hasard. Il se déséquilibre progressivement. Et l'homocystéine est souvent l'un des signaux silencieux de ce déséquilibre. Elle n'est pas un ennemi. Elle est un message. Un message qui dit, le métabolisme ralentit, la protection vasculaire diminue, l'inflammation s'installe, le stress oxydatif augmente et la question devient simple. Allons-nous ignorer ce signal ou agir intelligemment? Parce que la bonne nouvelle, c'est que l'équilibre peut être restauré. Quand vous soutenez la méthylation, quand vous corrigez les carences, quand vous protégez les vaisseaux et quand vous améliorez votre hygiène de vie, le corps répond toujours. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'équilibre. Et lorsque l'équilibre est retrouvé, la circulation s'améliore,
l'énergie revient. La protection cellulaire se renforce. Le vieillissement ralentit. Mais une chose est importante. Comprendre ne suffit pas. Il faut appliquer. C'est exactement pour cela que j'accompagne les personnes qui veulent aller plus loin, comprendre leur terrain biologique, optimiser le métabolisme, mettre en place une stratégie claire, simple et cohérente. Parce que chaque personne est différente. Chaque métabolisme est unique et un bon protocole doit être adapté, personnalisé. Si vous sentez que ce message vous concerne, si vous voulez passer de la compréhension à l'action, si vous voulez optimiser votre terrain biologique de façon sérieuse et cohérente, je, vous pouvez me contacter, hein, ou contacter Geneviève, contacter l'un des membres de la communauté CSR. Ces gens-là ont une carte d'accès Platinum pour avoir mon temps. Je vous guiderai dans la compréhension, dans l'équilibre, dans l'optimisation, dans la stratégie. Votre corps peut fonctionner mieux, beaucoup mieux. Et parfois, un simple rééquilibrage change profondément la trajectoire biologique. Merci pour votre attention.